Mardi 10 juin 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de Viva en version française. Dans les actualités de ce jour, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avec le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène ainsi que la JIRAMA a apporté des solutions temporaire aux problèmes d'approvisionnement en eau et électricité rencontrés par les étudiants de l'école supérieure polytechnique de Woudvourne. L'électricité ne sera pas coupée pendant la période d'examen et cela jusqu'à minuit. Par ailleurs, des équipements comme des citernes d'eau ont été fournis dans le cadre de ces mesures d'urgence. On sait également que la réhabilitation des blocs sanitaires du campus étudiant a débuté depuis quelques semaines. Reportage. Les étudiants de l'école supérieure polytechnique de Woudvourne ont donné un ultimatum de 72 heures au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à partir de vendredi dernier pour résoudre rapidement les problèmes d'approvisionnement en électricité et en eau. Les étudiants ont entamé une grève aujourd'hui alors que le ministère travaillait encore à la résolution de ces problèmes. Ce jour, une solution temporaire a été fournie, en particulier pour l'électricité. Ainsi, il n'y aura pas de délestage dans la zone du campus durant la période des examens, selon la JIRAMA, et cela jusqu'à minuit. De minuit à 5 heures du matin, l'électricité devrait être coupée compte tenu de la situation actuelle au niveau de la JIRAMA, notamment de la panne du transformateur au niveau de la production de Tana Sud qui entraîne les coupures alternées, souligne Mandanien Anoumène, directeur général adjoint en charge de l'électricité au sein de la JIRAMA. En ce qui concerne l'eau, des groupes électrogènes seront installés pour assurer l'alimentation en eau en cas de coupure de courant. Un projet est également en cours pour traiter la pollution de l'eau due à la vétusté des canalisations. En attendant, des citernes ont été installées pour assurer un approvisionnement temporaire en eau, ajoute Mara-Ernian Romuald, directeur général de l'eau au niveau du ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique cherche constamment des solutions pour améliorer les conditions de vie des étudiants, a affirmé la ministre, la professeure Chamina Lula. Les responsables concernés étudient déjà des solutions durables pour l'alimentation en eau et en électricité, et les travaux de réhabilitation des infrastructures, notamment les blocs sanitaires des étudiants, sont en cours. Concernant les autres revendications, comme les bourses pour certains étudiants en difficulté, le ministère est également en train de travailler sur leur résolution. Le ressortissant indien, soupçonné d'avoir tenté d'exporter illégalement de la poudre d'or vers Dubaï jeudi soir dernier, a été déféré au parquet du tribunal d'Anous aujourd'hui. D'après les analyses effectuées par la police des mines au laboratoire du ministère des Mines, il a été confirmé que les objets contenaient 422,72 grammes de poudre d'or dissimulée dans des assiettes artisanales en argile. Les détails avec Ruth Christelle Rakoutmalal et Yves Genel. Un ressortissant indien d'environ 40 ans s'apprêtait à embarquer sur le vol EK708 à destination de Dubaï lorsqu'il a été intercepté jeudi dernier par la police des frontières et les éléments de la compagnie Amarante. Il transportait de la poudre d'or dissimulée dans 15 assiettes en argile peinte en noir, pesant au total 3,560 kg. Les objets suspects ont immédiatement été envoyés pour analyse au laboratoire national des mines. Après analyse et fente des assiettes, 422,72 grammes de poudre d'or ont été saisis, explique le commissaire de police Rafara Lavialic. Quant au ressortissant indien, il a été déféré au parquet ce jour. Le renforcement de la coopération entre les différentes autorités concernées est essentiel pour lutter contre les infractions liées au trafic illégal de ressources minières. En tant qu'administration de tutelle, c'est le ministère des Mines qui mandate la police des Mines pour mener les enquêtes approfondies en cas de saisie comme celui-ci, soutient le commissaire principal de police Rakutar Manana Mamtin, police des Mines. Le trafic ne se limite pas aux voies aériennes, toujours selon lui. En effet, récemment, 4 personnes ont été placées en détention provisoire après avoir tenté d'exporter illégalement de l'or via un port de la région Est. Conformément à la loi, la poudre d'or saisie sera placée à la Banque centrale en attendant les suites judiciaires de cette affaire.
Dans un tout autre sujet, page sociale, parlant plus exactement de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du pays, la kermesse exposition des forces de défense et de sécurité ou FDS a été officiellement ouverte aujourd'hui au stade Baréa Mamasn, en plus de la kermesse traditionnelle organisée chaque année à l'occasion de la fête nationale. Une exposition retrace cette fois-ci l'histoire des FDS, représente les écoles spécialisées de formation des forces de l'ordre ainsi que les différents équipements et armements utilisés par les trois corps principaux œuvrant pour la sécurité à Madagascar. Il est à noter que la kermesse est gratuite et ouverte au public. Grâce Denilson. L'histoire de l'armée malgache est indissociable de celle de la nation. Elle célébrera cette année 2025 son 65e anniversaire en parallèle avec les festivités marquant le retour de l'indépendance de Madagascar. L'armée malgache constitue l'un des piliers des forces de défense et de sécurité aux côtés de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Cette kermesse vise à démontrer l'unité des trois entités tout en leur permettant d'interagir directement avec la population afin de mieux connaître leur mission, leur école spécialisée de formation, suscitant un grand intérêt chez les jeunes et leurs différents types d'armements. Durant ses 65 années d'existence, l'armée a franchi de nombreuses étapes. Ces évolutions seront illustrées à travers une exposition au stade Baréa Mamasn pendant tout l'événement. Parmi les étapes, on compte la révision des plans stratégiques pour mieux faire face aux diverses menaces. L'armée malgache peut être comparée à un arbre robuste, bien taillé, qui a résisté au temps, mais qui demeure solide et debout, a souligné le ministre des Forces armées. Il a également affirmé que les FDS sont toujours prêtes à défendre la patrie et à contribuer au développement du pays, conformément à la vision portée par ce 65e anniversaire de l'indépendance et de la création de l'armée. Le choix du stade Baréa pour cette kermesse des FDS n'est pas anodin, c'est un lieu central, symbolique et chargé d'histoire nationale. Ce type de kermesse propre à Madagascar a été initié depuis 2020 à chaque fête de l'indépendance. L'armée de terre, de l'air et la marine y participent activement via leur stand d'exposition. Il en est de même pour les épouses de militaires et de gendarmes. Toujours dans cette page sociale, partant dans le district de Muramang, 71 sacs d'haricots ont été récoltés à Murarangar à travers une moisson impliquant plus de 5000 paysans. Une superficie de 5 hectares a été cultivée à cette occasion dans un esprit de travail communautaire ou Tanamar. Le secrétariat d'État chargé de l'autosuffisance alimentaire a assuré l'appui technique et matériel. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du 65e anniversaire du retour de l'indépendance, mettant ainsi en valeur la solidarité et l'unité pour le développement et l'autosuffisance alimentaire. Les détails avec Anienne Martina et Sechan Jenab. 3 mois après la plantation collective, les paysans, l'association AFF, la gendarmerie nationale et le secrétariat d'État chargé de l'autosuffisance alimentaire se sont retrouvés hier lundi à Murarangar, district de Muramang, pour récolter les haricots qu'ils ont semés. Il s'agit d'une action sociale menée sur 5 hectares de terre cultivée dans le cadre du travail communautaire Tanamar. La récolte revient aux paysans participants qui décideront ensemble de son utilisation. Les premières moissons sont déjà prometteuses avec 71 sacs récoltés selon les informations. La surface cultivée appartient à l'association, mais ce sont les paysans et la gendarmerie qui ont assuré la main-d'œuvre. Le secrétariat d'État chargé de l'autosuffisance alimentaire a fourni les outils nécessaires, notamment les engrais, la semence et l'appui technique. Cette action vise l'autosuffisance alimentaire à Murarangar tout en soutenant les paysans dans l'amélioration de leurs pratiques agricoles. La collaboration entre les paysans et les différents acteurs de cette action sociale pour l'autosuffisance alimentaire se poursuivra avec les étapes de séchage, de battage et de nettoyage des haricots. La distribution des récoltes continue également au niveau des Fukuntan. Il est à rappeler que plus de 5000 paysans ont participé à cette initiative. La culture des natifs d'Imad y résidant à Antananarivo a été mise à l'honneur hier à l'occasion du lundi de Pentecôte. Une solidarité manifeste a réuni les membres de l'association Imiant ainsi que d'autres ressortissants d'Imad issus de diverses associations. Une nouvelle stèle a été inaugurée à Bogatsar sur un nouveau site dédié à l'édification d'infrastructures culturelles et économiques. Reportage. C'est à Anzumakil,
dans la commune de Bourgatsar, que les natifs d'Imad se sont rassemblés hier pour une sortie organisée à l'occasion du lundi de Pentecôte. Environ 2000 membres de l'association Imiant ainsi que des ressortissants d'Imad venant d'autres associations et régions ont participé à cet événement dans la convivialité. Cette rencontre a été un moment fort pour exprimer leur unité et faire rayonner la culture d'Imad. Afin de valoriser toujours davantage la culture de leur région d'origine, il est prévu d'édifier sur ce site plusieurs infrastructures culturelles. Des projets d'infrastructures économiques et diverses installations sont également envisagés. Une stèle a été inaugurée hier pour marquer cette initiative. Des artistes ont animé la journée et apporté de la gaieté à cette rencontre. Toujours dans cette page culturelle, l'artiste international Tia Kola avait déjà des liens avec Madagascar. C'est ce qui l'a poussé à y choisir justement de faire un concert et à rencontrer ses fans sur place. Tia Kola promet ainsi un spectacle unique aux fans malgaches demain et a déclaré qu'il reviendra à Madagascar après cet événement pour un deuxième tournée internationale. Reportage sur les images de Zahran Jensen. Tia Kola, de son vrai nom William Banda, est un artiste français qui joue de la musique rap. Il est né le 4 décembre 1999 à Bondy en Seine-Saint-Denis. 25 ans aujourd'hui, l'artiste a fait ses débuts dans le rap à l'âge de 16 ans. C'est un truc avec quoi j'ai grandi depuis que je suis jeune, que ce soit avec mes frères ou l'environnement où j'ai grandi, le rap c'est pas important parce qu'il y a beaucoup de messages à faire passer. C'est là où c'était en content. Donc c'est pour ça que ça représente beaucoup pour moi avant le business. Ça met aussi une émotion. Quand j'allais au foot, quand je vais au studio, j'essaie de retransmettre les émotions partout et ça me fait kiffer. Il a commencé à se faire un nom au sein du groupe Forkeus, puis a décidé de se lancer en solo et s'est maintenant fait une place dans le monde de la musique. Actuellement, il effectue une tournée internationale intitulée Melo World Tour et Madagascar fait partie des pays inclus dans sa tournée internationale. Cet artiste entretient une relation particulière avec Madagascar selon ses propos et il est très ouvert à la musique locale. J'ai un ami en France avec qui j'ai fait un combat avec lui, c'est Ashka. Elle a grandi la famille malgache, c'est-à-dire son influence a beaucoup porté en moi, j'ai écouté beaucoup de choses, c'est comme ça que je connais la culture malgache. Et aussi, du coup, j'ai grandi avec beaucoup de malgache, ça change de culture et tout. Il donne donc rendez-vous à ses fans malgaches demain mercredi 11 juin à partir de 19 h au Palais des Sports et de la Culture de Mahamasn. Lors de la première partie, 2 jeunes artistes malgaches ouvriront le spectacle, notamment Yetoun d'Antananarive, Fabs Brans de Mahadzang et Muammar de Toamasn. Pour la seconde partie, Tia Kola montera sur scène et a promis un concert exceptionnel pour ses fans malgaches. Dans les actualités sportives de ce soir, les Barrières de Madagascar à prime sans expatriés mènent leur groupe avec 4 points dans le cadre du championnat COSAFA Cup qui se tient en Afrique du Sud. Nous sommes dans le groupe C avec la Tanzanie et l'Ouest-Ouani avec comme résultat une victoire et un match nul. On attend encore les résultats du match de la Tanzanie et les Swatini avant de pouvoir passer à l'étape des demi-finales. On peut dire que les résultats sont satisfaisants jusqu'à présent pour les Barrea Madagascar A' sans les joueurs expatriés dirigés par le coach Roro. Cette équipe participe actuellement à la COSAFA Cup 2025, le tournoi réservé aux équipes nationales de la zone Afrique australe membres de la COSAFA. Les Barrea A' ont déjà disputé 2 matchs dans le groupe C où se trouve Madagascar. Lors du premier match, l'équipe a remporté la victoire sur un score de 1-0 contre la Tanzanie grâce à un but inscrit par Touk en première mi-temps. Le deuxième match a été une confrontation contre l'équipe des Swatini. Le score s'est soldé par un match nul, 1-1. C'est Lalaine, joueur du club CFF1 Ndwaran Foot, qui a ouvert le score pour Madagascar en première période, mais les Swatini a égalisé en seconde mi-temps. Les 2 équipes se sont donc quittées sur ce score de 1-1.
Dans le groupe C, Madagascar est actuellement en tête avec 4 points. L'Eswatini suit en deuxième position avec 1 point, tandis que la Tanzanie est en dernière position. Il reste un dernier match dans ce groupe qui opposera l'Eswatini à la Tanzanie ce mercredi. Le résultat de ce dernier match sera attendu, car seule l'équipe qui terminera première de son groupe accédera aux demi-finales. Dans les actualités internationales de ce soir, l'armée israélienne a arraisonné un navire humanitaire transportant 12 militants de la cause palestinienne, parmi lesquels figuraient l'activiste suédoise Greta Thunberg et l'eurodéputé LFI Rima Hassan. Ils ont été rapatriés et transférés à l'aéroport de Tel Aviv. France 24 nous en dit plus. Plus de 16 heures après son interception, le Madlin arrive au port israélien d'Ashdod. La nuit dernière, l'équipage main levée a filmé son arraisonnement. Que tout le monde garde son calme, s'il vous plaît. Dans une autre vidéo, la confusion règne. Une militante commente l'intervention de l'armée de l'État hébreu. Ils ne sont pas pacifiques, ce n'est pas une interception. Les autorités israéliennes diffusent, elles, ces images de distribution de nourriture à l'équipage du bateau. Un bateau parti il y a une semaine et baptisé Flottille de la Liberté. À son bord, 12 activistes, dont Greta Thunberg, la militante écologiste suédoise, et Rima Hassan, l'eurodéputée française. Leur objectif, apporter de l'aide humanitaire à Gaza. Mais l'État hébreu a annoncé dès le départ qu'il ne permettrait à personne de briser le blocus. Avant l'intervention israélienne, les activistes ont lancé un appel. Si vous voyez cette vidéo, c'est que nous avons été interceptés soit par l'État d'Israël, soit par des forces complices à l'État d'Israël. Une question demeure. Où le Madlin a-t-il été arraisonné? Voici la dernière géolocalisation du tracker du bateau, fourni par l'équipage lui-même quelques heures avant l'interception. Le voilier a-t-il continué à naviguer? L'armée israélienne avait-elle le droit d'intervenir là? Pour l'avocate israélienne de la flottille, il n'y a guère de doute. Ils ont été arrêtés dans les eaux internationales. Même si les autorités israéliennes affirment qu'ils étaient en territoire israélien, ce n'est pas le cas. Les autorités israéliennes, elles, se félicitent de cette interception. J'ai donné pour instruction que les vidéos atroces du massacre du 7 octobre soient montrées à l'équipage de la flottille à son arrivée au port d'Ashdod, pour qu'ils voient exactement quel genre d'organisation terroriste est le Hamas. Chaque activiste devrait être reconduit vers son pays d'origine. Emmanuel Macron demande le retour des ressortissants français dans les plus brefs délais. Ils sont au nombre de 6. Et le président américain vient d'édicter un travel ban qui interdit à partir de ce lundi 9 juin l'entrée des États-Unis aux ressortissants de 12 pays et impose des restrictions contre 7 autres. France 24 nous en dit plus. Mercredi dernier, Béatrice Ambaye a vu ses rêves s'envoler. Cette étudiante tchadienne était à 2 doigts de décrocher son visa pour les États-Unis. Mais l'interdiction de voyager mise en place par Donald Trump contre les ressortissants de 12 pays, dont le Tchad, l'a laissé, elle et ses compatriotes, sous le choc. J'étais d'abord choquée et déçue. Après avoir passé l'entretien, j'avais espoir. Je voyais déjà mes rêves se réaliser. Mais après cette décision-là, j'ai été très déçue. Nous avons eu déjà les visas et voilà, la date est proche, juste seulement le 9 juin. Aucun Tchadien ne peut quitter pour aller aux États-Unis. Pourquoi? Ça va infecter beaucoup de choses, nous pouvons dire sur le plan académique, sur le plan économique et diplomatique. Aux États-Unis, la famille Sharafoddine déplore elle aussi la situation. Ces Afghans ont fui les talibans et espéraient faire venir auprès de leur nièce. Mais l'annonce de Donald Trump a réduit à néant près d'1 an et demi d'efforts. Ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est très triste car elle voulait vraiment venir. Elle a aussi besoin de soutenir sa famille. Les restrictions américaines aggravent aussi la condition des femmes en Afghanistan. Le plus douloureux, c'est que les plus vulnérables en Afghanistan ne peuvent plus venir. Et cela est principalement dû au fait que les femmes sont privées de leurs droits. Et puis, comme elle l'a également dit, les familles séparées ne peuvent plus être réunies. Selon de nombreux experts, la nouvelle interdiction a été conçue pour éviter toute contestation judiciaire.
Et les Italiens ont commencé à voter dimanche 8 juin pour dire oui ou non à une mesure visant à faciliter l'obtention de la nationalité ainsi qu'à l'abolition de lois libéralisant le marché du travail auquel s'oppose le gouvernement qui est appelé à s'abstenir afin d'invalider le résultat du vote. Les étrangers vivant en Italie attendent beaucoup de ce référendum. France 24. Son parcours est semblable à celui de milliers de jeunes qui fuient l'Afrique pour atteindre l'Europe. À 15 ans, Lamine quitte la Gambie. Seul, il traverse le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso et le Niger avant de monter à bord d'une embarcation de fortune en Libye pour traverser la Méditerranée. On était presque 150 personnes à bord. On était tous assis comme ça, comme des sardines. Il y avait des femmes avec des nouveau-nés. On n'avait pas de gilet de sauvetage. À un moment, l'embarcation a commencé à prendre l'eau. On a eu peur. On ne peut pas décrire ces moments-là. Ça a été difficile. L'embarcation est secourue et Lamine débarque en Sicile. C'était il y a presque 10 ans. Aujourd'hui, comme beaucoup d'étrangers installés en Italie, Lamine est concerné par le prochain référendum qui pourrait assouplir l'accès à la nationalité italienne. Ce référendum est important car il nous permettrait de mieux nous intégrer dans la société. Je me sens italien à 100%, même si je n'ai pas la citoyenneté. Je vis et je travaille ici, je paye mes impôts ici et tout ce que je fais, je le fais pour l'Italie. Le référendum propose de réduire la période de présence sur le territoire de 10 à 5 ans pour solliciter la nationalité. Une démarche administrative que Stefania et sa famille originaire d'Angola comparent à un parcours du combattant. Mes parents sont en Italie depuis plus de 20 ans et ils n'ont toujours pas la nationalité. Car mon père s'est blessé sur un chantier et pendant une période, il n'a pas eu d'entrée de salaire. Il a donc dû repartir de zéro. Il faut réussir à prouver 10 années de résidence continue et de revenus continus. Mais cet assouplissement des conditions pour obtenir la nationalité divise l'opinion publique italienne. C'est juste de reconnaître à ces personnes les mêmes droits et devoirs qu'aux autres citoyens présents sur le territoire. Il faut mériter la citoyenneté italienne. Ceux qui viennent ici doivent apporter quelque chose à notre pays pour l'obtenir. On ne peut pas seulement prendre. Si le oui l'emporte, environ 1,5 million d'étrangers pourraient ainsi devenir italiens. Mesdames et messieurs, fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez avec nous. Dans la suite du programme de ce soir, vous allez suivre l'émission Nizouk au point de droit avec Noura Nirland. Sur ce, très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.